On est bon? Parfait. Eh bien, merci d'être venu pour cette présentation. Donc, je vais présenter cette notion de SAS USB qui permet d'utiliser des périphériques USB de manière sécurisée. Bon, la présentation va être en fait assez rapide, hein. Le plan est assez simple. Je vais expliquer d'abord le concept. Enfin, je pense que vous avez ces notions, mais peut-être qu'il y a quelques précisions quand même à avoir sur le SAS. Ce n'est pas une station blanche, hein, c'est un peu différent des stations blanches. Je reviendrai sur les raisons d'utiliser ce genre d'équipement. Ensuite, je parlerai du projet USB SAS lui-même, qui est un projet libre qui donc permet de faire aujourd'hui ce que je vous présente. Et puis, je vous parlerai quand même de quelques... je sais pas, j'ai mis des apports sur la diapo, quelques apports qu'on a fournis pour ce projet, pour améliorer à notre avis ce projet. Évidemment, il y aura une démonstration et puis j'essaierai de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Bonjour. Ok, alors, donc on commence tout de suite par le concept de SAS USB. Donc le concept de SAS USB est assez simple, hein, c'est d'avoir un appareil qui va permettre d'accepter des périphériques USB a priori qu'on ne connaît pas et qui peuvent être éventuellement suspects. Et l'idée, c'est qu'on va accéder à ces périphériques USB pour chercher des fichiers ou des répertoires, mais bon, des fichiers essentiellement, on va dire. Et puis, si ces fichiers, on va les sélectionner et on va pouvoir soit les mettre sur une autre clé USB, soit les transférer vers un serveur, après vérification, évidemment, que les fichiers ne sont pas des malwares, hein, des fichiers qui risquent d'abîmer votre informatique. Un point important, c'est que le SAS USB ne cherche pas du tout à nettoyer la clé USB. Hein, vous avez peut-être la notion de station blanche. Hein, les stations blanches, en fait, souvent disent qu'elles vont nettoyer, enlever les virus sur les clés USB. Ici, ça n'est pas du tout l'objectif. En fait, la clé USB d'origine, vous la mettez dans la machine. Et puis, encore une fois, on va essayer de récupérer des fichiers s'il y en a dessus. Et par contre, cette clé USB, le principe, c'est que vous ne la mettez jamais sur vos propres appareils, sur votre informatique, sur votre réseau ou nulle part. Voilà. Elle ne doit pas entrer sur l'informatique de l'entreprise. Donc, on ne nettoie pas les clés USB. Et l'appareil lui-même, eh bien, on va voir qu'il est sérieusement sécurisé. Et en particulier, il n'est pas sensible à un certain nombre de menaces dont je vais parler, je crois, juste après, que les antivirus, en fait, ne permettent pas de bloquer. Hein, les antivirus, souvent, s'intéressent aux fichiers. Et on va voir juste après qu'il y a des menaces qui ne concernent pas directement les fichiers. Voilà, c'est clair, le concept, j'espère. Alors pourquoi a-t-on besoin de ce genre de système? Eh bien, on sait que les périphériques USB sont des moyens importants pour pénétrer dans les systèmes, que ce soit des systèmes personnels ou des systèmes d'entreprise. Je rappelle que l'attaque contre les Iraniens, hein, contre le système de centrifugeuse iranien dont on a beaucoup parlé, hein, Stuxnet, c'était passé par des clés USB à l'époque. Donc c'est un vecteur depuis très longtemps de malware. Et comme je l'avais déjà
un petit peu dit, les antivirus ne garantissent pas enfin, les antivirus s'intéressent généralement aux fichiers et ne garantissent pas du coup que, que la clé USB contient d'autres types d'attaques. Donc en particulier, il y a un type d'attaque qui est assez intéressant, qui est le fait de transformer, enfin, que la clé USB contienne un petit firmware. Dans ce firmware, en fait, la clé USB va se faire passer pour un clavier par rapport à l'ordinateur dans lequel elle est insérée, et le clavier va pouvoir, enfin, des codes du coup vont pouvoir être envoyés à l'ordinateur pour accéder aux fichiers ou faire ce que le pirate a envie de faire. Donc c'est la notion d'injection clavier, hein, il y a un terme en anglais qu'on utilise, hein, rubber ducking. Et je vais faire une première démonstration en fait à ce point. Donc je vais sortir de là et puis je vais vous montrer quelque chose. Donc je vais reprendre une console pour que ça soit clair. Bon, la console elle-même n'est pas très importante. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, peut-être pas très bien. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça. Bon, de toute façon, ce qui est là n'est pas très important. Et donc il y a un câble USB là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord. Okay. C'est mieux comme ça? Ok, donc j'ai amené un petit câble USB là. Je l'ai trouvé. C'est un câble USB que j'ai trouvé à midi là, où j'étais en train de manger dans un snack, comme ça, il y a quelqu'un qui avait laissé le câble USB. Je lui ai dit, tiens, c'est intéressant. Justement, j'avais besoin d'une rallonge USB-C, ça tombe bien. Et donc, voilà, j'ai pris ma rallonge là, et je vais pouvoir l'utiliser maintenant. Donc, vous pouvez regarder ce qui se passe à l'écran normalement. Voilà, on attend quelques secondes. Donc je pense que vous voyez ce qui se passe. À partir du moment où j'ai plugué le câble USB, eh bien... Ah, d'accord, d'ailleurs, oui, bon. À partir du moment où j'ai plugué le câble USB, eh bien, en fait, comme je disais précédemment, des codes ont été envoyés. Le câble USB, en réalité, s'est fait passer pour un clavier. C'est comme si j'avais plugué un clavier, en fait, dans mon PC, et que j'avais tapé des commandes. Donc la commande, là, elle est assez simple. J'ai ouvert un éditeur de texte. Dans cet éditeur de texte, on a tapé... Enfin, le clavier lui-même a tapé du texte. Vous imaginez bien qu'un pirate ne s'amuserait pas à faire ça. Ce n'est pas le plus intéressant pour lui. Mais il pourrait passer n'importe quelle commande. Okay. Donc voilà le truc qui me semble intéressant. Et pendant que j'y suis avec ça, je vais vous montrer autre chose. Si j'y arrive à manipuler cette machine. Alors, ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas comme si tu étais informaticien. Non, c'est pas ça, mais c'est sûr. Hein. Donc en fait, ce que je peux vous montrer sur cette machine, c'est que c'est que quoi? Eh bien voilà, donc je m'approche un tout petit peu. Et en réalité, ce qu'on voit sur la machine, là, c'est une connexion web assez classique. Hein, c'est le navigateur web, c'est Firefox, qui accède à une adresse locale. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, cette adresse locale correspond à un Wi-Fi qui est dans le câble USB.
Donc d'ailleurs, si vous avez un téléphone, vous pouvez scanner le Wi-Fi, là. Vous verrez que vous avez un point d'accès qui s'appelle OMG. Peut-être Oh My God, je ne sais pas. je ne saurais pas le dire. Mais ce câble USB, donc ce point d'accès Wi-Fi, voilà, permet en fait d'accéder à la machine. Donc si vous êtes dans un café ou je sais pas quoi, un truc où il y a des gens qui travaillent, hein, quelqu'un qui a plugué ce câble USB, eh bien, bon, vous n'avez pas le code pour accéder, pour vous connecter au Wi-Fi, mais quelqu'un qui a le code, évidemment, va pouvoir taper des commandes. Hein. Là, je pourrais taper des commandes, je pourrais taper du code et puis l'envoyer en fait sur la machine, sur mon PC directement. Donc voilà, c'est la notion d'injection pas SQL, mais d'injection clavier. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as produit des câbles, tu vends les câbles ? Ça vous intéresse, hein ? Alors je vais je vais quand même remercier Axians, parce qu'en fait ce câble appartient à Axians, il n'est pas à nous. Axians en fait faisait la démo sur Cyberfenois. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous êtes venu ou pas. Mais pour ceux qui sont passés sur Cyberfenois, Lucas faisait la démo de la même chose, mais en fait lui il le mettait sur la tablette en fait. Et bon, il avait des commandes un petit peu différentes, mais voilà. J'ai adapté un petit peu à notre contexte pour ce soir. Donc je les remercie bien de ce prêt. Et bon, je sais pas, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, quand on plug le câble USB, en fait, il ne se passe rien au niveau système. Bon, je pourrais vous le montrer en montrant les logs de Sysnux, hein, les logs de ma machine, pardon, les logs Linux de la machine. Et en fait, il ne se passe rien. Et donc, une fois que le firmware là-dedans a démarré, donc ça prend 4 ou 5 secondes, et là, la clé USB, enfin, le périphérique USB est reconnu par Linux comme un clavier. Et ça dure le temps qu'il passe les quelques commandes qu'il a passées. Alors là aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, les commandes, elles passaient assez doucement parce que j'ai mis des temporisations exprès pour que ça soit plus facile à visualiser. Hein. Mais évidemment, on pouvait passer des milliers de caractères à la seconde et du coup avoir une attaque beaucoup plus... une vraie attaque, on va dire. Voilà, donc ça c'était pour... c'était pour illustrer la notion d'injection clavier. Et voilà, je trouve que c'est... Moi, je ne l'avais jamais vu en réalité hein, avant le Cyberfenois et je trouve que c'est quand même quelque chose qui... quand on le voit, est un peu plus marquant que d'en entendre parler. Alors, donc, pour ça, les antivirus, en fait, aussi, hein, c'est le point que je voulais signaler, hein, les antivirus ne sont pas... Enfin, les antivirus, normalement, travaillent sur des fichiers, ils ne sont pas là ils ne font pas de blocage au niveau du matériel. Donc, le projet USB SAS est un logiciel libre qui va essayer de résoudre ce problème. C'est un logiciel libre qui a été conçu, développé par le laboratoire, par le département d'informatique du CEA. Donc CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique. Donc en termes de sécurité, je pense qu'on peut leur faire confiance. Enfin, en tout cas, j'espère. J'habite plus à côté d'une centrale nucléaire, mais j'espère qu'on peut continuer à leur faire confiance. Et donc il a été développé, il a été mis en projet libre, je crois, en 2022. Je ne sais plus, je n'ai plus les dates en tête là. Mais avant que ce projet soit conçu et développé en interne, ils avaient étudié les solutions de SAS, enfin pas de SAS, mais de stations blanches disponibles sur le marché à l'époque.
Ils ont étudié plusieurs solutions commerciales et libres, et ils ont estimé que ça ne répondait pas à leurs besoins. Voilà. Donc c'est comme pour beaucoup de projets libres aujourd'hui, les sources sont disponibles sur GitHub. J'en reparlerai, je mettrai des références à la fin. Et puis en termes d'architecture, en termes de disponibilité plutôt, ça fonctionne uniquement sur Linux. Pour des raisons assez simples, c'est que ça utilise des fonctions du noyau qui sont intéressantes pour la sécurité et qui permettent justement d'éviter les attaques avec ce genre de matériel. Voilà. Alors j'ai volé une image là sur leur site. Je ne sais pas si vous la voyez bien, oui c'est pas mal quand même. Donc ils ont une architecture qui est très éclatée. Avec, sur la gauche, là on voit l'entrée USB. Ils réutilisent donc les fonctionnalités USB bas niveau de Linux, mais en réalité tout le reste, la plupart des autres éléments sont des éléments qui sont utilisés en espace utilisateur. Donc ils ne s'appuient pas en réalité sur les fonctionnalités du noyau pour, par exemple, monter le système de fichiers, pour même utiliser le bas niveau, le USB storage qui se trouve dans le noyau Linux, c'est pas utilisé. Donc les systèmes de fichiers, ils supportent VFAT, ext4, NTFS, un certain nombre de fichiers, de systèmes de fichiers. Et donc ils ont tout refait en espace utilisateur pour pouvoir lire en fait le périphérique USB qu'on va lui envoyer. Voilà. À partir de là, eh bien, donc il sait lire les fichiers qui sont sur le périphérique USB. Le principe, c'est que l'utilisateur va pouvoir sélectionner des fichiers. Et l'idée, donc, puisque c'est un SAS, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va transférer ces fichiers vers soit une autre clé USB, soit le réseau, par exemple. Enfin, il y a différentes possibilités qui sont offertes. Et avant de les transférer, évidemment, on va les analyser par un antivirus local. Voilà. Donc c'est ce qui est représenté un petit peu sur ce schéma-là. Et puis, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne serai pas forcément assez habilité pour le faire d'ailleurs. Mais tout ça est bien séparé, est bien cloisonné. Ah oui, vous voyez, le carré, là, ça montre des process qui sont, comme on dit, sandbox, donc qui sont cloisonnés, sandbox en anglais, donc qui sont bien cloisonnés. Et tout cela, en fait, dialogue à travers, on ne le voit pas sur le schéma, là, je crois, mais ça dialogue à travers des sockets en mode Unix. Donc c'est forcément local, ce n'est pas attaquable par le réseau, etc. Voilà, donc je vous laisserai regarder tout ça, si ça vous intéresse. Comme je viens de le dire, les processus sont cloisonnés par du sandboxing et ça utilise des fonctions un petit peu avancées du noyau pour la sécurité, c'est pareil, qu'on appelle landlock ou seccomp. Et voilà, la communication se fait à travers des sockets. Et je l'ai déjà dit, en fait, les systèmes de fichiers vont être implémentés en espace utilisateur. Donc s'il y a un bug, eh bien, ça ne corrompra pas la machine. Au pire, c'est l'application qui va se planter. Et puis un point intéressant, qu'on n'a pas vu sur la diapo précédente, je crois, c'est que les pilotes de souris et de clavier sont désactivés, purement et simplement. C'est-à-dire que si vous venez avec un clavier, vous le mettez dans le port USB là, de la machine, eh bien, le clavier ne va pas être reconnu, tout simplement. Donc c'est la parade, en fait, à ce genre de matériel, puisqu'en fait le clavier n'est pas reconnu, eh bien, on est tranquille. Il n'y a pas de risque que la machine puisse être corrompue, attaquée de cette manière.
Voilà. Donc dessus, j'ai déjà dit qu'il y a un antivirus. L'antivirus, sur la machine, enfin l'antivirus c'est ClamAV. Donc on en pensera ce qu'on veut, mais ClamAV quand même permet quand même de reconnaître un certain nombre de virus. Et puis, vous savez peut-être qu'il y a aussi, il est possible dans ClamAV d'ajouter des sources des définitions de virus qui ne sont pas directement fournies par ClamAV. Du coup, on a quand même une première analyse qui est assez adaptée. La mise à jour de l'antivirus va se faire de manière automatique, évidemment, enfin, si on est connecté au réseau. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? C'est tout pour cette diapo. À moins que vous ayez des questions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, chez Sysnux ? On a trouvé que ce projet était très intéressant. Et en fait, on avait été interrogé par par une société ici, peut-être 1 an ou 2 ans sur ce sujet. À l'époque, on n'avait pas su répondre. Mais là, on a trouvé que le projet était intéressant. Il était, encore une fois, il est utilisé depuis plusieurs années au CEA, donc c'est quand même pour nous une référence sur plusieurs centaines, enfin, ce qu'ils annoncent en tout cas, c'est plusieurs centaines de postes installés au CEA. On s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire une solution packagée, complète. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire, de montrer. Donc la solution tourne ici sur un Raspberry Pi avec un écran tactile qui est intégré. On essaie donc encore une fois d'avoir une solution complète, packagée. En termes d'OS, c'est l'OS du Raspberry Pi, minimal. Comme on sait le faire depuis assez longtemps chez Sysnux. Et puis on a construit un noyau qui soit adapté. Alors pour différentes raisons. La raison principale, c'est qu'en fait le noyau qui vient de base avec l'OS du Raspberry ne supporte pas une des fonctionnalités qui était indiquée sur la diapo précédente, je pense. La fonctionnalité Landlock, là vous voyez là-haut. Donc une fonctionnalité de sécurité qui permet de bloquer les processus, l'accès des processus à des ressources du système. Donc cette fonctionnalité, en fait, elle n'est pas activée dans le noyau du Raspberry. Du coup, on a refait un noyau. Dans ce noyau, puisque de toute façon on était obligé de le refaire, on a enlevé un certain nombre de pilotes qui ne sont pas utilisés, tout simplement. Donc voilà ce qu'on a fait un petit peu au niveau système. On a aussi travaillé sur l'interface graphique, parce que l'interface qui venait de base, moi je ne la trouvais pas très conviviale. C'est celle qu'on avait sur Cyberfenois. Elle était, à mon avis, pas très conviviale, pas très intuitive, je ne sais pas. Ceux qui l'ont vu, je ne sais pas ce que vous en pensiez. Donc on a essayé de refaire une petite interface graphique simple et conviviale. Et puis on a ajouté donc aussi un transfert sécurisé vers un serveur, parce que là aussi, si on essaie de penser aux entreprises, ou je sais pas, universités ou des grosses entreprises comme Air Tahiti ou autres, l'idée, ça serait, à mon avis, c'est que les gens viennent avec il y a plusieurs points comme ça d'accès dans l'entreprise. Les gens viennent avec des clés USB dont ils ne sont pas sûrs. Et puis, l'idée, c'est de transférer les fichiers directement sur un serveur avec un accès qui leur sera personnel. Et donc, ils pourront récupérer les fichiers à travers le réseau de l'entreprise. Voilà, donc on a ajouté ça, et puis avec chaque personne qui fait des transferts reçoit un lien par email pour lui permettre de récupérer ces informations. Donc on a fait aussi la petite solution serveur complémentaire, un petit programme pour le serveur. Et donc voilà le schéma un petit peu de comment on voit la solution dans une entreprise. Donc le point d'entrée, le SAS USB, se trouve là en bas à gauche. Il est connecté donc au réseau de l'entreprise, peut-être dans une DMZ, pourquoi pas.
Lui, donc, le SAS USB aura besoin d'aller sur Internet pour faire ses mises à jour d'OS et ses mises à jour d'antivirus aussi. Donc c'est ce que j'ai représenté par les flèches vers la gauche, là. Et puis, donc, le principe, c'est qu'une personne vient avec une clé USB dont on n'est pas sûr, la plug dans le SAS USB. Et à partir de là, il y a deux possibilités. Donc moi, à mon avis, la meilleure solution dans une entreprise, c'est ce que je disais, c'est envoyer vers un serveur. Mais néanmoins, l'autre possibilité de mettre ça sur une clé qu'on peut dire de confiance reste possible. Les deux possibilités sont ouvertes. Donc si on choisit l'option réseau, eh bien, en fait, les fichiers que la personne aura choisis sur le SAS USB vont être envoyés sur le serveur en SSH. OK. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, bien. OK, super. Voilà, c'est l'effet démo. Donc on va attendre un petit peu. Donc le principe, si je continue sur le serveur, c'est que les fichiers vont être envoyés donc vers le serveur en SSH. En même temps, un mail va être envoyé à la personne qui lui permettra de récupérer ces informations, ces fichiers. Et puis, donc dans le mail que la personne va recevoir, il y aura un lien qui lui permettra d'aller en HTTP sur ou HTTPS sur récupérer ces fichiers. Et on verra que quand la personne récupère ces fichiers, elle a aussi un petit compte-rendu. Donc ce qui est intéressant. Un petit compte-rendu pour lui indiquer quels sont les fichiers qui ont été transférés et au contraire les fichiers qui ont été bloqués. Ouais, c'est peut-être ça. J'ai une question par rapport à la tablette. Comme c'est une tablette tactile, il y a donc du coup un périphérique clavier qui fonctionne, puisque C'est une très bonne question. comment tu bloques du coup les périphériques, d'autres périphériques clavier sur cette tablette? Alors, c'est une très bonne question, mais en réalité, c'est l'écran tactile Raspberry, ça. Et l'écran tactile Raspberry n'utilise pas USB. Il n'utilise pas USB. D'accord. Il utilise, je ne sais plus quoi. C'est un écran MTD, je crois, ça s'appelle Multi-Touch Device. Donc dans le noyau Linux, c'est un périphérique MTD. Je ne sais plus lequel exactement, mais du coup, tu ne peux pas activer la fonction clavier numérique clavier sur l'écran. C'est ça? Ou tu as fait sauter l'interface Après le clavier, on verra tout à l'heure, enfin on verra qu'il y a un clavier, comment on appelle ça, un clavier comme sur Android, quoi, un clavier logiciel. Bon, on est revenu à peu près correct là. Donc désolé, mais en fait j'ai des petits problèmes avec mon portable, comme vous l'avez vu. Peut-être. Peut-être, mais bon, bref.
Voilà, donc on en était un petit peu plus loin, voilà. Bon, je crois que j'ai expliqué à peu près tout là. C'est clair? Bon, voilà l'architecture un peu que je vois pour une entreprise. Bon, après, c'est un logiciel libre, un projet libre, donc on peut adapter aux besoins des entreprises. En termes de sécurité, on a quand même la rupture de protocole entre le SSH et le HTTP là. Voilà quoi. Donc on va faire une petite démo rapidement. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Approchez-vous peut-être un tout petit peu, ou surtout qu'on n'est pas nombreux. Je ne sais pas si vous voulez vous approcher ou quoi. Donc là, j'ai ma... Comment? Ça va bien. Donc là, j'ai ma clé USB noire. C'est le pirate, hein, c'est noir forcément. Oh la vache. C'est bien, hein? Ouais. Non, Ah non, noir. Oui, non, ça va. Couleur noire. Oui, non, bah ça va. Bon, Eric, je te veux plus. Donc je plug ça à l'arrière. Alors ça, c'est effectivement, c'est des choses peut-être à améliorer. Il faudra un petit câble pour que ça soit plus facile, hein, mais voilà. Donc normalement, on voit à l'écran les fichiers qui sont disponibles sur la clé. Ok. Donc là, c'est très simple, hein. L'utilisateur peut sélectionner 2-3 fichiers. Enfin, je sélectionne ce qu'il veut, hein, évidemment. On va prendre ces deux-là. Bon, voilà, j'en prends 2, ça suffit, hein, pour faire la démo, je pense. Et une fois qu'il a choisi donc au moins un fichier, il peut valider. Et ensuite, on lui propose 2 solutions, soit envoyer mettre sur une clé USB, je ne veux pas dire sa couleur, clé USB de confiance. Je ne... Clé USB de confiance, ou on peut l'envoyer du coup vers le serveur. Attends, je vérifie. Alors le serveur, ça va être mon portable. Je vérifie quand même que je l'ai démarré. Il me semble que oui, mais comme... ok, donc ça devrait... Comment? Ça devrait être bon. Donc je vais choisir serveur. Réseau, plutôt. Et voilà, donc à ce moment-là, j'ai un clavier qui apparaît. Hein. On demande à l'utilisateur de taper son adresse mail. Vous pouvez vous approcher, hein. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc je tape mon adresse mail. Voilà, bien. Voilà. Vous remarquez que j'ai pris soin de mettre un clavier adapté au mail. Et je valide. Et là, donc, ce qui se passe, c'est que les fichiers vont être analysés par l'antivirus et transférés vers le serveur. Et là, en vrai, l'analyse se fait que sur la sélection. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai dit au début. Si tu pointes avec une clé USB qui fait des tétrachiers de gigas avec des tétrachiers de fichiers, t'en prends 3, tu scannes 3. Oui, exactement, c'est ça. Voilà. Donc si tout s'est bien passé, j'ai reçu un mail. On va vérifier tout de suite. Donc je ne sais pas ce qu'il y a à l'écran, d'ailleurs c'est fini, hein. Il dit que c'est fini maintenant. Ah oui, voilà, il y a un petit rapport, il vous dit qu'il y a eu un fichier propre, qu'il y a un fichier propre, un fichier rejeté. Et donc à partir de là, j'ai reçu un mail, bon très simple, hein, il n'y a pas de... c'est pas très sophistiqué pour l'instant, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc c'est juste un rapport, hein, voilà. Et puis on a un lien dessus. Si je clique sur ce lien, voilà, j'ai quelque chose d'un petit peu plus joli.
qui vous donne simplement la date et l'heure, vous indique... il n'est pas à l'heure d'ailleurs. C'est pas à l'heure, ok, très bien. Qui vous indique l'état du transfert, donc là, le transfert est bon. L'état du... Est-ce que ça a été scanné par un antivirus ou pas? Oui, ça a bien été scanné. L'antivirus, c'est ClamAV, il y en a un seul. Ah oui, on peut mettre en fait normalement sur la machine plusieurs antivirus. Mais on a regardé un petit peu. Bon, là, sur les Raspberry, en fait, on n'a pas beaucoup d'autres solutions. C'est de l'ARM. Et du coup, moi, j'ai pas trouvé grand-chose, franchement, en termes d'antivirus. Donc, ce qu'on disait, c'est que la bonne solution, à notre avis, c'est en fait d'avoir un antivirus sur le serveur. Enfin, si vous choisissez la solution serveur, c'est d'avoir un antivirus sur le serveur qui reçoit les fichiers, parce que sur le serveur lui-même peut avoir n'importe quel antivirus commercial, si vous le souhaitez, pour compléter ClamAV. Donc à partir de là, on a la version de ClamAV avec la version aussi de la, comment on appelle ça, de la base antivirale. On voit que ça a été mis à jour le 9, voilà. Et on a donc ici un seul fichier que j'avais choisi, article, et on voit qu'on a un fichier qui a été refusé. J'avais pris un fichier qui semblait sympathique, melissa.doc, mais je crois que c'est un virus Windows quelconque, Melissa. Et donc on a quelques informations ensuite qui sont un peu techniques. Je ne sais pas s'il faut les laisser dans ce tableau ou pas. Bon, c'est des choses qui sont adaptables éventuellement selon les remarques des gens. Et puis bien sûr l'objectif c'est quand même d'accéder au fichier. Donc il suffit de cliquer. Et donc là, dans ce cas-là, le fichier qui se trouve sur le serveur web peut être lu par l'utilisateur. Si ça avait été un fichier, je ne sais pas quoi, un .doc, .xl ou n'importe quoi, il aurait pu être téléchargé, évidemment. Et voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se précise, comment ça se présente. Et voilà, une fois que vous voyez que c'est... Enfin, je pense que c'est assez simple, je ne sais pas ce que vous en pensez, à la fois simple et, je pense, utilisable par tout le monde. À partir de là, on retire la clé USB suspecte. Et on revient au début, on peut recommencer. Donc cette clé USB, on la met, le principe, je répète, c'est qu'on ne la met jamais sur les ordinateurs de l'entreprise, ou même, ou chez soi. Voilà. L'article là qui se trouvait sur la clé USB que j'ai pris, ça vient d'une présentation, je crois que c'est marqué là-dessus ou pas, non? Non, j'ai des références après, vous le trouverez sur Internet. C'est un petit papier qui a été écrit par les auteurs de SAS USB. Donc qui décrivent beaucoup plus en détail que ce que j'ai fait ce soir leur solution. Et voilà. Et il y a même une vidéo d'ailleurs sur Internet une vidéo d'une présentation qu'ils ont faite au symposium SSTIC, symposium sur la sécurité des technologies de l'information. Quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ils ont fait ça, je crois, en 2022. Voilà. Donc, c'est à peu près tout. C'est assez rapide, vous voyez. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Et puis, voilà, pour les liens. Le code source du projet, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Et puis, la présentation au SSTIC 2022 par l'équipe du projet. Et je remercie à nouveau Axience pour leur petit câble là. Donc ce qu'on pourrait après, donc si vous voulez jouer un petit peu, on peut plugger le câble sur la machine là, mais ça fera. En fait, il se passera rien là, c'est clair. Comment? Le câble est fonctionnel sur le clé USB derrière, il
Ouais. Ouais. C'est des câbles que vous pouvez trouver sur Internet. Ça coûte combien on a vu, Gilles? 180 $, je crois. Oui, c'est ça. OMG. 180 $, je crois. C'est fait, c'est fabriqué main. Donc ça veut dire que en fait, ouais, de ce petit côté, il y a plus que la prise. Hein. Il y a un microcontrôleur. Je crois que c'est des ESP, hein, les fameux microcontrôleurs ESP là qu'on trouve un peu partout maintenant et qui simule, enfin qui fait ce qu'il veut, avec Wi-Fi intégré. Et sur le cyberfénois, Axians avait aussi un appareil en fait pour détecter ce genre de trucs. Comment tu bloques ça Comment tu bloques ça? Il faut éviter de te connecter n'importe où. Alors on a vu, je crois que c'est Gilles qui m'en parlait, hein, on a vu par exemple quand tu vas dans un aéroport, que tu plugues ton téléphone pour le recharger, tu penses que tu recharges, mais en réalité tu peux être attaqué par ça. Mais tu recharges. Tu recharges aussi. Alors pour ça, par contre, il y a des adaptateurs de ce genre-là qui justement qui filtrent, qui séparent les... Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a vu de marrant encore? Voilà. Donc Axians avait un super appareil pour détecter ça. Moi j'ai trouvé une autre solution, c'est qu'en fait si vous le pluguez dedans, vous laissez quelques secondes, vous allez sentir que le câble chauffe beaucoup. ça coûte. Mais là, du coup, après, tu as une petite interface pour programmer l'action qui va être en entreprise. Comment ça se passe avec ton câble? C'est ce que je vous ai montré sur la tablette là. Tu tapes tu as vu tout à l'heure? J'étais connecté en fait au câble et on pouvait taper du code. C'est une interface, comme c'est le clavier, je l'ai branché sur le PC. Alors là, ce que vous avez vu tout à l'heure, Remplace le VPN. Oui, d'accord, tu connectes avec la tablette sur le Wi-Fi du truc et c'est là que tu prends le contrôle du microcontrôleur pour envoyer une action. ah oui, t'envoies ce que tu veux. Ouais. Et là, c'est ce que tu as fait. En fait, tout à l'heure, vous avez vu quand j'ai branché le câble, il y a l'éditeur de texte qui s'est ouvert automatiquement. Il y a des choses qui ont été tapées dans l'éditeur de texte. Je ne sais plus. Après, je crois que j'ai grossi la taille. Enfin, j'ai fait 2-3 trucs, 2-3 gadgets. Ça, c'est donc j'ai tapé à travers l'interface Wi-Fi et j'ai dit que ça serait la payload au démarrage, en fait, au boot. Bien sûr, c'est pas une vraie attaque, c'est sûr, mais c'est une démonstration, quoi. Du coup, le principe du hacker, c'est que il faut cibler. Alors soit il ouais, c'est ça. Il customise ce qui démarre au boot et puis après. Bon. De toute façon, il a accès à Wi-Fi. Ouais. Alors après, pour le Wi-Fi, il faut être à côté quand même. Pour le Wi-Fi, il faut pas être trop loin quand même. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui prend ça et qui rentre chez lui. Bon, après le Wi-Fi, voilà, c'est fini. Hein. Enfin, c'est fini. À moins de suivre, le mec. Mais... Ça coûte cher, quand même. 200 € le câble qui part. Si tu as réussi à envoyer Il est trop de l'information que tu récupères. C'est ça. On est ciblé. moi, je suis sur Internet pour envoyer un petit message. Voilà. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est ce qu'on aurait sur la clé USB là. Voilà, j'ai ouvert là la clé USB de confiance, au cas où j'aurais fait un transfert via la clé USB. Ce qu'on aurait eu, on aurait retrouvé sur la clé USB
les fichiers les données qui nous intéressent, et on aurait eu aussi là un rapport au format JSON. Je ne sais pas si vous le voyez, un petit peu, ouais, ça va. Donc dans le rapport, là, il y a plus de détails que ce que j'ai montré dans l'interface web tout à l'heure, mais en fait, les informations de l'interface web viennent de ce rapport, hein, qui est construit automatiquement par le USB SAS, hein, par la solution USB SAS. Donc on voit que l'antivirus ClamAV a été utilisé. On voit qu'en termes de fichiers, il y avait 2 fichiers, l'article.pdf qui était propre et le ECAR2 qui était dirty. On a un identifiant, etc., etc. On voit quel est le disque qui a été utilisé. On voit le hostname. Et puis, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, rejected, là on voit donc les fichiers qui ont été rejetés. Et les fichiers ici, par contre, qui ont été acceptés. Donc on a quand même pas mal de détails, pas mal d'informations sur le transfert qui a été réalisé. Et voilà. Avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'il supporte les clés chiffrées? Alors la question c'est, est-ce qu'il supporte les clés chiffrées? Et la réponse est plutôt non à mon avis. Parce que là, il faudrait qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, hein, ils ont refait en espace, ils ont reprogrammé en fait toutes les informations donc des systèmes de fichiers, hein, assez bas niveau en fait, jusqu'au niveau, niveau des périphériques USB de stockage. Donc ils savent lire les systèmes de fichiers, mais je ne pense pas qu'ils aient fait quoi que ce soit aujourd'hui pour déchiffrer un système de fichiers. Il reproduit l'arborescence ou il met tout à plat dans ce qui importe? On peut effectivement transférer des répertoires. Je ne l'ai pas trop testé. Alors en fait, ce qu'il fait normalement, c'est qu'il met tout dans une archive. Il fait une archive tar. Je crois que c'était d'ailleurs marqué sur leur archive, sur l'architecture, le document d'architecture là. Je ne l'ai plus là, où est-ce qu'il est, présentation. En fait, ils font des archives tar, hein, truc standard sous Unix depuis les années précédentes. les années d'avant. C'est marqué quelque part là. Tar to files. Donc en fait, il fait une archive tar. Et ça fait partie de ce qu'on fait là sur la partie, quand on envoie les fichiers vers le serveur, là en fait on détare automatiquement dans l'arborescence web. Ça pourrait être intéressant d'avoir aussi accès au tar sur un truc compliqué. Je pense que quelqu'un qui veut récupérer toute la clé, récupère-moi la clé et je récupère le tar et puis je le mets sur une expéditeur. Ça pourrait être intéressant d'avoir le tar, oui. Bon, c'est un choix. C'est un choix. Question pour une clé USB Windows, par exemple, avec BitLocker, si tu piques la clé, il ne va rien voir en fait. Je pense qu'il ne verra rien, ça rejoint la question la question était pour BitLocker cette fois. Et du coup, je pense que ça rejoint la question de Gilles. Il ne va rien détecter. Il ne va rien détecter. Il faudrait effectivement ajouter cette fonctionnalité. Il faudrait cette fonctionnalité supplémentaire, oui.
Le coût? Ouais, On n'a pas fait de coût encore. Le matériel lui-même ne coûte pas très cher, puisque c'est un Raspberry Pi avec l'écran Raspberry Pi, donc le matériel lui-même, enfin chacune des stations, je sais pas, avec le boîtier et tout ça, peut-être 30 000 francs à Tahiti, quoi. Et quand on parle de périphérique USB, c'est pour les clés, c'est pas pour les disques. Ah si, ça marche avec les disques normalement. Je ne l'ai pas essayé franchement, mais ça devrait marcher avec les disques. Je vois l'idée. Le problème, C'est pas la question? qu'ils ont du mal à suivre la puissance sur certains disques en fait. Ah, la puissance électrique? Ouais. Ah, peut-être, mais ça, dans ce cas-là, il faut brancher le disque. Mais je sais pas, avec le Pi 4, il me semble que le Pi 4 n'a pas trop de problème de puissance, si? Je me souviens pas. Mais en fait, bien sûr, ça accepte tous les périphériques. Ce que j'ai oublié de dire dans la partie pourquoi utiliser ça, c'est que, enfin, ils le disent d'ailleurs dans leur projet USB SAS, là, ils insistent beaucoup là-dessus, c'est que il existe tellement de périphériques USB aujourd'hui. Bon, là, on parle des clés USB, des disques USB, mais en USB, on peut avoir des scanners, on peut avoir des caméras, on peut avoir des appareils photo. Et ils insistent beaucoup dans leur présentation sur le fait que USB en fait, a une surface d'attaque qui est extrêmement grande. Et donc, c'est pour ça qu'il faut limiter son usage, évidemment, mais enfin, aujourd'hui encore, malheureusement, on l'utilise. Enfin, je ne sais pas si c'est malheureux ou pas, mais c'est quand même quelque chose de pratique pour transférer des fichiers d'une personne à une autre. Même des prestataires, des fois, arrivent avec des clés USB ou autres, ou utilisent des clés. Enfin, on a besoin d'accéder aux fichiers, et du coup, voilà, ça c'est une solution. Histoire de recharger le téléphone, il branche sur le PC. Sauf que le fil, le système fichier monte et hop. Voilà. Voilà, la solution avec le paquetier. Caméra infrarouge. La solution avec le paquetier. Alors, combien elle coûte? Quelle est une estimation de prix si quelqu'un veut déployer ça? Ça dépend ce qu'il veut faire d'abord. Est-ce qu'il veut la solution serveur ou pas? Est-ce qu'il va faire la solution serveur tout seul? Ce que je disais, j'ai eu la question déjà, combien ça coûte? Le matériel lui-même ne coûte pas grand-chose. Je ne sais pas, ça doit être dans les prix de vente ici, ça doit être dans les 30 000 francs, je pense, entre le Raspberry, l'écran, le boîtier, la carte SD, enfin tous ces trucs-là. L'alimentation, il faut une alimentation quand même. Donc c'est l'ordre de grandeur. Après, nous on vend du service. Donc si on vend des prestations, si c'est une installation, s'il y a le serveur avec, s'il faut faire l'installation du PISAS, je ne sais pas. Mais je pense, l'idée, ça serait que la station elle-même ne soit pas très chère, pour qu'elle puisse être déployée. Parce que pour que ça soit efficace, il faut qu'elle puisse être déployée, je pense, suffisamment. On a eu sur Cyberfenois, on a eu des gens qui nous ont dit ah oui c'est bien ces trucs-là, mais souvent c'est au service informatique ou je sais pas quoi, et la personne qui se trouve à l'autre bout du bâtiment, elle va pas faire 200 mètres pour venir piquer sa clé. Donc il faut avoir beaucoup de points comme ça. Je pense que c'est ça l'idée. Il faut un meuble. Tu peux faire deux choses en même temps, c'est-à-dire faire badgeuse et installer ça par-dessus? Badgeuse, c'est une bonne question. Alors là, Parce que tu as des écrans comme ça qui font badgeuse avec Odoo et... badgeuse enfin scanner code quoi, scanner des codes QR ou des trucs comme ça, des codes Parce que ça, code à barre. l'entrée du bâtiment, du coup, tu badges et tu fais aussi clé USB. C'est une bonne idée, mais j'y ai pas pensé. Mais effectivement, il y a des solutions qui existent pour faire du scan, ça c'est sûr. Lecteur de badge, ça c'est sûr que ça existe. Du coup, peut-être, pourquoi pas. Tu peux faire les deux en même temps, tu penses, sur le même... Il n'y a pas de raison, je pense. Après, pourquoi pas en faire un serveur réseau plutôt qu'un développeur mail? Non, mais comme genre pour en mettre partout. Faire un Ça fait moins de séparation si on fait un serveur réseau.
faire un serveur Alors le réseau problème du qui est- serveur réseau, alors le problème c'est que en fait dans leur solution là, aujourd'hui il n'y a pas de notion d'utilisateur. On ne va pas envoyer les données d'une clé USB n'importe où sur le réseau. Enfin, il faut que ça soit quand même un peu privé. Hein, l'idée c'est que ça soit privé. Ouais, là, il y a l'accès, enfin, l'adresse qui permet de créer un peu de. Ah, l'adresse est complètement. L'adresse là est unique, hein, elle peut être utilisée une seule fois. On peut la montrer, je pense que je l'ai toujours là. Non, parce qu'effectivement, Si on le vole, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir dessus? Je ne sais pas si on le voit, hein, mais voilà, le numéro unique. Enfin, c'est le même que celui qui est là en fait. L'URL hein, qui est utilisé pour accéder au fichier, c'est l'URL, c'est l'identifiant. Ça peut être automatique. Toujours pas, ça fait longtemps que ça peut être automatique. Et en termes d'administration, parce qu'on a présenté ça à quelqu'un qui nous a demandé aussi en termes d'administration comment ça pouvait marcher. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé Ah, si, il y a des logs. T'auras le nom du fichier ou des choses comme ça. Ordonnance de machin. C'est ça. Voilà, donc en termes d'administration, hein, on a des gens qui nous ont demandé une solution d'administration du système simple. Alors pour ceux qui sont comment dire, à l'aise avec Linux, avec Debian, etc., peuvent utiliser évidemment l'accès SSH du réseau, un truc classique. Enfin, c'est standard, bien sûr. Mais on a installé en plus donc sur la machine la solution d'administration qui s'appelle Cockpit. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est en particulier poussée par Red Hat et puis ses dérivés. Mais elle est disponible sous Debian. Hein, donc on a les informations de le fonctionnement de la machine, le stockage. Bon, des choses très classiques, hein, mais voilà, ça existe. Par exemple, si vous voulez savoir si FreshClam a été mis à jour, eh bien vous pouvez venir dans les logs là. Hop, on va chercher, qu'est-ce qu'on va chercher? FreshClam. Ici. Voilà, donc vous voyez que FreshClam a été mis à jour tant que la machine accédait à Internet. Hein. Mais là, depuis qu'on est à l'université, on n'a pas d'accès à Internet, évidemment, et du coup, on voit des erreurs, par exemple. Voilà, donc c'est une solution simple d'administration qui est installée dessus. La machine, puisque c'est un Raspberry, a du Wi-Fi. C'est pas mal aussi. Ça peut être installé sans avoir de réseau Ethernet. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, vous connaissez le Cockpit ou pas, cette solution d'administration? Bon, je sais pas. Enfin. C'est pas l'objet de la présentation, mais voilà, c'est un système assez complet. Et donc là, je suis en mode. Je peux passer en mode administrateur. Ok. Bon, je vais avoir des informations complémentaires. Je pourrais accéder aux mises à jour du logiciel, par exemple. Bon, là, il va essayer de vérifier la mise à jour. Il ne va pas y arriver, évidemment, puisqu'on n'a pas d'Internet toujours. Voilà. C'était pour répondre à une demande qui avait été faite. Quand tu fais tes mises à jour système PI, là, tu n'écrases pas ta partie que tu as retravaillée. Non. Tu fais un
n'installe pas des. Voilà. En fait, après, il faudrait. Bon, après, les mises à jour du noyau, effectivement, ne seraient pas. Enfin, il faut les bloquer. Il faut les faire à la main. Mais, ouais. Voilà. Reste-t-il des questions? Il faut au fur et à mesure. Oui. Bah, c'est pas plus mal. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention et puis j'espère que ça vous aura intéressé. Je pense que c'est un beau projet qui mérite d'être connu. Et puis, bon, après, voilà, on a fait la démo de cette manière, mais vous pouvez bien sûr, c'est du logiciel libre, hein, et sur le GitHub, il y a même des paquets Debian. Donc si vous voulez le tester sur une machine Debian, même dans une VM, hein, moi c'est comme ça que j'ai fait d'ailleurs, au début j'ai fait dans une VM Debian. Voilà. Vous pouvez aussi. Merci beaucoup. Voilà.